Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Arnaud pour cette introduction. Même si j'aimerais bien parler le français, je vais essayer de parler bien le français. Comme mentionné, j'ai travaillé plusieurs années, une quinzaine d'années à l'AIE. Et je vais vous présenter aujourd'hui la modélisation du secteur de l'électricité, même bien sûr un peu en simplifiant, car il y aurait beaucoup de choses à discuter. On va d'abord regarder un peu l'agenda. L'agenda, on va regarder les systèmes de base électriques, tous les principes généraux, les bilans électriques, les sous-modules, l'ajout de capacité, comment on utilise les différentes centrales, la consommation de carburant, tous les différents éléments. Mais toute la partie initiale, ça va être dédié à un monde sans solaire et éolien. Parce qu'on préfère, on a décidé de laisser toute la partie d'impact sur le système électrique du solaire et d'éolien, donc de ce qu'on appelle les renouvelables variables, à la fin pour voir les différents impacts et donc pouvoir analyser quels sont les challenges qu'on va voir et comment les résoudre. Donc, quels sont disons, les problèmes et quelles sont les solutions. Donc, on va tout d'abord commencer par les principes généraux et les bilans électriques. Avant de faire cela, comme toujours, comme vous avez l'habitude, on va regarder la première, on va en avoir plusieurs comme vous avez déjà vu dans notre présentation. On va voir la première question Menti et déjà je reviens sur Arnaud pour la première question. Merci. Oui, alors comme d'habitude, on vous propose de vous connecter en parallèle sur le site www.menti.com. Le code qu'on va utiliser pour toute la matinée, c'est 3865203. Et la première question que l'on souhaitait vous poser, c'est de classer les différents secteurs en fonction de leur demande en électricité, donc de la plus forte à la moins forte, pour une zone qui est l'Afrique subsaharienne sans l'Afrique du Sud. Vous vous souvenez peut-être que dans notre schéma qui montre le modèle de l'AIE, donc cette cartographie qu'on utilise très souvent, on a sur la partie droite les différents secteurs de la demande énergétique. Et donc, on regroupe souvent en industrie, transport, bâtiment et agriculture. Il faut avoir en tête que bâtiment, ça inclut deux choses, à la fois les services et le résidentiel. Donc là, on vous a proposé ces 5 sous-secteurs-là à classer selon leur demande énergétique, leur demande en électricité, plus précisément. Alors juste, je vois qu'il y a des personnes qui essayent de répondre dans le chat. Comme d'habitude, on vous invite vraiment à répondre sur Menti pour que tout le monde puisse voir les questions, les réponses en même temps et qu'on ait une idée sur l'ensemble du groupe.
Alors, on peut laisser encore quelques instants pour que tout le monde réponde. Mais Marco, comme tu vois, j'ai l'impression que pour l'instant, on a un sans faute. Donc, c'est la parfaite réponse. Bon, vous allez quand même apprendre des choses ce matin, j'espère, enfin j'en suis sûr. Mais en tout cas, vous avez tout bon sur cette question. Effectivement, sur l'année 2019, les différents secteurs se classent comme vous le présentez là. Donc tout d'abord, l'industrie. Non, pardon, excusez-moi, pardon, autant pour moi. Il y a une petite différence, c'est le secteur résidentiel qui est en premier, mais vraiment au coude à coude avec l'industrie. Pour les deux, on est environ à 75 TWh. Donc, ce sont vraiment les deux premiers secteurs qui sont en tête quasiment ex aequo. Ensuite, on viennent les services. Là, on est autour de 40 TWh. Et enfin, l'agriculture représente une part relativement faible de la demande en électricité, seulement 4 TWh. Donc c'est un secteur qui est relativement peu électrifié aujourd'hui. Et le transport, encore moins, on est à 0,1 TWh, puisqu'il y a vraiment assez peu d'électrification dans le secteur du transport. Donc, dans l'ordre résidentiel, puis industrie au coude à coude. Ensuite, services. Et enfin, tout en bas de ce classement, agriculture et transport. Marco, je te laisse commenter davantage si tu veux ou passer directement aux prochaines slides. C'est parfait, merci. Bien sûr, cette situation peut changer évidemment d'un pays à pays, mais en effet l'équilibre entre résidentiel et industrie, ça dépend vraiment beaucoup de chaque pays. Et on est vraiment coude à coude, donc on est vraiment là. Donc je pense que la répartition est très bien en tout cas. Je dirais qu'on va directement commencer. Je prends l'écran, Arnaud. Parfait, merci. Alors, juste de voir. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Excusez-moi, je n'arrive pas à vous voir. Oui, parfait. Désolé, j'ai deux écrans et des fois, ça me met des résultats sur la partie que je ne voudrais pas. Donc, pourquoi le secteur électrique? La raison est très simple. Bon, on est en train de regarder tous les secteurs, premièrement. On veut avoir une vision d'ensemble de tout le système énergétique à partir des secteurs de la demande, de transformation et de l'offre, de l'approvisionnement, mais aussi c'est une question de pourquoi le secteur électrique à l'intérieur des secteurs de transformation d'énergie, tout simplement pour son poids. C'est-à-dire, c'est un secteur très important, comme vous savez déjà très bien. Au niveau mondial, ça compte pour à peu près 40% des émissions de CO2 dans le monde. Vous pouvez le voir là. Ça a une importance très forte sur la demande de chaque forme d'énergie, sauf vraiment le pétrole, mais pour le reste, c'est très important. Ça contribue de façon très importante sur tous les différents sources d'énergie. Et la demande d'électricité compte pour une grande partie de chaque secteur final, sauf, bien sûr, comme Arnaud l'a mentionné tout à l'heure, pour le secteur de transport. Ça, c'est la situation dans le monde, mais si on regarde la situation en Afrique, on voit bien que c'est presque la même chose, c'est-à-dire
surtout que ce qui est la demande, la pourcentage de demande d'électricité dans le total de la demande d'énergie dans les différents secteurs finaux, et aussi de la contribution de CO2 et des différentes formes d'énergie. Il y a une grande différence, et c'est-à-dire la partie de l'électricité dans le secteur résidentiel. Et bien sûr, ça, c'est dû à l'importance de l'usage traditionnel de la biomasse, dont on a bien sûr des discussions séparées pour l'évidente importance dans l'Afrique subsaharienne. Si on regarde les différents éléments qui constituent les secteurs électriques, bien sûr, on peut diviser en trois grandes parties, où les centrales où on produit l'électricité, les centres où on consomme l'électricité, donc le résidentiel, le secteur des services et l'industrie, et les réseaux qui relient les deux parties. Bien sûr, la situation est bien plus compliquée que ça, c'est-à-dire le plus on a de production au niveau résidentiel et secteur des services, le plus ce modèle est en train de changer. Et bien sûr, comme on le sait très bien, il y a toute la partie hors réseau, donc les mini-réseaux et ce qu'on appelle vraiment off-grid, donc les kits solaires domestiques, qui, surtout dans les dernières 10-15 années, sont en train de changer un peu la donne. Dans la présentation aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie et les principes généraux des réseaux nationaux, tout simplement pour son intégration dans le système énergétique global des pays, mais aussi parce que la partie hors réseau est dédiée à une présentation séparée. Alors, on a dit tout à l'heure on a mentionné tout à l'heure l'importance de l'électricité dans les secteurs finaux. Et donc, on avait vu bien la partie relative à cette partie du graphe ici, c'est-à-dire l'électricité compte pour à peu près 1/5 de la consommation finale d'énergie, avec des parties plus importantes dans le secteur des bâtiments, mais toujours important dans l'industrie, et comme on avait mentionné, très très faible dans le secteur des transports. Si on regarde bien, par contre, ça c'est l'énergie totale utilisée. Mais bien sûr, il y a une différence entre l'énergie utilisée et l'énergie utile. C'est-à-dire, une chose c'est l'électricité qu'on utilise pour, par exemple, avoir de l'eau chaude ou avoir de la climatisation. Et une chose c'est combien d'énergie utile on a à l'intérieur de l'appartement pour l'eau chaude ou pour la climatisation. C'est-à-dire, la différence entre les deux, c'est l'efficacité des différents systèmes. Si on regarde ces différences, on voit bien que la partie de l'électricité est bien plus importante. Encore plus, si on regarde au futur, on va voir que cette tendance qui a été d'un incrément, là on est arrivé à 19% comme on vient de voir dans le monde, a continué d'évoluer, d'augmenter dans le temps, et tous les modèles nous indiquent qu'on va avoir
une continuation de cette tendance dans le futur. Bien sûr, ça va dépendre de quel scénario on est en train de regarder, mais cette tendance de électrification du monde énergétique des secteurs finaux, c'est évident, c'est une presque certitude, si on veut le mettre comme ça, avec la certitude qu'on a avec les modèles, c'est-à-dire ce sont des indications, mais toutes les indications nous donnent ces résultats-là. En sachant ça, il y a des différences, il y a dans les différents pays et dans les différents secteurs et scénarios. Si on regarde le cas de l'Africa Case qui a été développé par le World Energy Outlook dans son édition 2019, on voit bien comme l'augmentation de la demande d'électricité est énorme entre les deux scénarios et donc, comme cette augmentation, on pourrait le remettre dans le graphique ici et voir comment l'électrification continue d'évoluer et donc d'augmenter. Donc, une croissance bien forte de l'importance de la production d'électricité, de la demande d'électricité, excusez-moi, et donc le besoin d'augmenter la production d'électricité. En sachant une chose qui est très bien connue par toutes les personnes qui s'occupent de l'électricité et aussi bien connue par la grande partie des personnes, même de ceux qui ne s'occupent pas du secteur électrique, mais qu'on va voir, on va dire et on va mentionner et on va insister un petit peu quand même, et c'est-à-dire le fait que la demande et l'offre d'électricité ont une particularité au respect des autres formes d'énergie, c'est-à-dire tout ce qu'on demande à l'instant, il faut produire à l'instant. Ou si on préfère, il y a très peu de possibilités de stockage dans le cas de l'électricité. Il y a des cas, il y a des cas avec l'hydraulique, avec le pompage hydraulique, il y a des cas, il y a des possibilités avec les batteries qui sont en train d'augmenter, d'évoluer, de baisser de coûts. Mais quand on parle de grande quantité dans les systèmes des pays, la réalité, c'est qu'il faut produire au moment où il y a une demande d'électricité. Et donc, ça complique un peu la donne. On ne peut pas, par exemple, comme le cas du charbon ou du gaz, avoir un stock pour pouvoir absorber les variations de demande moment par moment. Donc, ce point, on va y revenir. C'est très important quand on va voir la nécessité des différentes centrales. Je vais m'arrêter de temps en temps, juste un temps pour souffler un peu, mais aussi pour vous demander, pour voir s'il y a des questions. Par exemple, je me tourne un peu vers les questions-réponses et je vois que… Oui, Marco, il y en a une. Je peux peut-être la prendre pour te permettre de souffler une seconde. C'était sur le graphique où on voit l'évolution de la demande en électricité en Afrique, la différence entre autres ménages et ménages. Alors là, la distinction qu'on souhaitait faire, c'était de regarder comment vont évoluer les choses entre 2018 et 2040. Donc, il y a plusieurs catégories qu'on projette. Les usages productifs, et donc on voit que ça augmente presque de 1,5 fois. Les ménages, qui en fait sont les ménages qui aujourd'hui sont déjà connectés à l'électricité. Donc, c'est la partie rouge intense. Et donc, ça devient autres ménages. Donc, ce sont des gens qui aujourd'hui sont déjà connectés et dont on estime que leur consommation en électricité va augmenter puisque soit ces ménages vont augmenter en taille, soit il y aura plus d'appareils électroniques, par exemple. Et enfin, la partie marron,
ce sont les ménages qui aujourd'hui n'ont pas l'électricité, mais qui vont l'acquérir d'ici 2040. Donc peut-être qu'un des messages aussi de ce graphe, c'est que quand on prévoit l'évolution de la demande en électricité en Afrique, on voit que l'essentiel de la croissance provient soit des usages productifs, soit de populations qui sont déjà connectées. Donc l'effort pour apporter l'électricité à l'ensemble de la population, et notamment à ceux qui ne l'ont pas aujourd'hui, est finalement presque relativement faible, ou en tout cas, donner accès à ces personnes, ensuite, cela ne va pas peser trop lourdement sur la totalité de la demande en électricité, puisque la majorité de cette demande future sera pour les usages productifs et les ménages qui aujourd'hui ont déjà l'électricité. Marco, hein, comme toujours, je te laisse compléter. Tout à fait. En effet, sachant que dans le cas de la modélisation, il y a aussi une complexité en plus, c'est-à-dire on donne dans le modèle, dans les modèles et dans le modèle de Duo, on donne accès selon différents critères. Donc, l'accès peut être au réseau, un mini-réseau ou directement sur le réseau, mais il y a aussi une évolution dans le temps de connexion des hors réseau au mini-réseau et des mini-réseaux au réseau national. Donc, toute une évolution temporaire. Je vois une autre question. Arnaud, moi je propose de prendre les questions à fur et à mesure qu'il vient, si c'est bien pour toi, c'est parfait. Quelle est la taille de ménage? En effet, la taille est bien différente. On a plusieurs tailles dans le modèle. Je m'excuse, je vais dire on a, même si moi je ne travaille plus à l'AIE, mais j'ai travaillé aussi tant d'années que je connais très bien le modèle. Pour moi, les collègues de WIO sont toujours des collègues, donc je m'excuse si des fois je vais utiliser le mot on, même si je devrais dire ils sont, mais c'est une habitude qui est difficile à s'épuiser. Donc, la différence de taille, bien sûr, est différente selon les pays et il y a généralement plusieurs tailles et avec une évolution pas seulement de la taille des ménages, mais aussi de l'occupation de ménages. J'avais vu une autre question, mais je l'ai vu disparaître. Bon, c'est bien. On continue. Je vais m'excuser, je vais un peu ralentir et accélérer pour des questions de rester dans les temps. Donc, on était au graphique général. Ce graphique, on va le revoir plusieurs fois dans plusieurs présentations. C'est parce que c'est un peu la base simplifiée, facile du modèle pour pouvoir voir où on est et comment on est en train de bouger dans le système énergétique. On a bien vu dans les différents secteurs les demandes de services énergétiques et la demande finale d'énergie. Dans le modèle WIO, comme dans plusieurs modèles sur lesquels j'ai travaillé, il y a souvent ce qu'on appelle demand driven, des modèles qui sont basés sur la demande d'énergie et puis avec toutes les connexions et les interactions. Et le modèle de WIO, c'est exactement de ce type-là. C'est-à-dire, on commence avec des déterminants. On estime la demande d'énergie. Dans le particulier du secteur électrique, on a la demande d'électricité, on va la satisfaire et ça va avoir un impact sur la demande primaire. Donc, la demande d'énergie de tous les différents secteurs va avoir une influence sur la demande l'équilibre de demande-offre dont on a parlé.
Et donc, le besoin d'avoir une évolution des capacités et comment on va produire l'électricité dans le modèle de transformation et dans le modèle électrique. Bien sûr, l'un des différents outputs de ce modèle, c'est les coûts. Les prix ou les coûts, ça dépend de différents pays, comment c'est organisé ce principe, mais comment on va couvrir les coûts de la production d'électricité. Normalement, on a ce qu'on appelle un retour des on va avoir un retour, excusez-moi, j'étais en train de regarder s'il y avait une autre question. On va avoir un retour des coûts ou des prix sur la demande finale d'électricité avec l'évolution dans le temps. Une différente façon de voir ce qu'on vient de voir, organisé, si on veut, dans la même façon bien si très simplifié avec l'idée d'un bilan énergétique. Bien sûr, Gianluca et les autres collègues de la division statistique sont bien mieux positionnés et bien plus capables que moi de vous l'expliquer. Ils l'ont déjà expliqué très bien. Mais juste pour répondre quelques points généraux, il y a toujours une différence entre la demande d'électricité et la génération, parce qu'on a la demande des différents secteurs, comme on vient de voir. La demande totale d'électricité, bien sûr, à la demande d'électricité, il faut y rajouter tous ceux qui sont les pertes sur les lignes de transmission-distribution, l'utilisation propre des centrales. Il faut tenir en compte tous les échanges nets avec les importations et les exportations avec les pays voisins, s'il y en a. Il y a des cas où il n'y en a pas. Et donc, on va avoir la génération électrique qu'il faudra puis diviser et voir comment on produit avec les différentes sources, avec les différentes centrales. Bien sûr, les centrales, sinon si on a aussi la partie chaleur, ça pourrait être des centrales combinées. En tout cas, l'un des résultats, c'est avoir les prix ou les coûts de la production d'électricité et ce feedback dont on a parlé dans la slide précédente. On arrive avec ça à la deuxième partie. Comme toujours, je m'arrête un instant avant de passer à la prochaine question Monty, mais je voulais voir s'il y aurait des questions sur cette première partie. Je n'en vois pas, et donc je dirais qu'on continue. Arnaud, est-ce que je peux te passer la parole pour la question Monty? Merci. Alors, la deuxième question que l'on vous propose… Ah, pardon, je vois que c'est une question où il y a une petite animation. C'est une question de rapidité. Alors, vous aurez quelques secondes pour choisir entre deux options. Alors, excusez-nous, hein, c'est une petite animation ludique proposée. À l'avenir, en Afrique, nous aurons besoin de plus de capacités pour répondre à une nouvelle demande en électricité ou pour compenser les retraits des centrales électriques déjà existantes. Il fallait être très rapide, mais vous avez tous ceux qui ont eu le temps de voter, en tout cas, ont voté pour la bonne réponse. Et il me semble qu'il y a une animation qui montre en effet qui a été le plus rapide. Donc, je ne sais pas qui est Johnny Cash, mais félicitations pour votre dextérité.
C'est parfait, merci beaucoup. Euh, je reprends le partage d'écran, comme tout à l'heure. Vous pouvez voir mon écran? Oui, merci Arnaud. Il y a un point, notre consommation résidentielle est majeure que toute la consommation, ce qui veut dire qu'il y a bien sûr des importations qui couvrent la différence. Je ne sais pas, Gianluca, si tu voulais, j'ai vu un message, si tu voulais rajouter quelque chose. Et il y a Néhémie qui a levé la main. Allez-y, si vous voulez parler ou écrire, c'est bien tous les deux. Il y a, par contre, pour parler, il faut réactiver le micro. Oui, allez-y, avec votre question, avec plaisir. Oui, alors, Némi Foussou, vous avez la parole si vous voulez poser une question. Et si le micro ne fonctionne pas, vous pouvez la poser par écrit. Bon, écoutez, je propose qu'on continue à avancer, Marco, notamment parce que je vois qu'il est déjà 9h40. Il y a beaucoup de sujets à couvrir si on veut finir avant 11h avec une petite pause, cette présentation. Je suis d'accord. Désolé si vous pouvez nous écrire la question, ça va être peut-être de vous répondre. Donc, on était sur la deuxième partie. Il faut garder à l'esprit une chose quand on fait la modélisation du secteur électrique, et c'est-à-dire le fait qu'on parle de modèle ou module du secteur électrique, mais en réalité, on parle de beaucoup de différents sous-modules, car chaque sous-module a des différents drivers, des différents facteurs qui vont être le facteur principal de l'évolution dans le temps. Bien sûr, surtout pour ceux qui concernent l'ajout de capacité, mais aussi l'utilisation de ces centrales. Donc, pour ceux qui concernent les différents modules, par exemple, si on parle de pays où il y a besoin d'eau, il y aura le modèle de désalination. Si on a des bons potentiels de renouvelables, ça dépend de quel potentiel et quel type de politiques sont en place. Si on regarde la partie d'accès d'électricité, comme on avait vu, donc plusieurs différents sous-modules qui, bien sûr, vont puis être interagir tout l'un avec l'autre dans un contexte total. Donc, l'une des complexités, c'est exactement de partager les différents drivers et puis pouvoir le remettre ensemble pour pouvoir avoir tous les différents résultats dont on aime bien avoir dans les modèles qui sont toujours les mêmes, c'est-à-dire quel type de capacité on va avoir dans le futur, comment vont générer l'électricité dont on disait il faut avoir le bilan entre demande et génération, quel type d'utilisation de carburant, avec quelles émissions,
quels sont les investissements qu'il faut mettre en place pour avoir les nouvelles centrales et quels sont les prix et les coûts du système. Si on regarde d'une façon différente, on a déjà vu, je crois, cette slide dans la présentation générale, mais il faut avoir toujours à l'esprit une chose. Il y a beaucoup de choses qui interagissent, des hypothèses, blancs, beaucoup de calculs, les verts, les résultats en bleu, mais surtout les deux points centraux. Comment on rajoute les centrales et comment on les utilise, c'est-à-dire comment on produit et comment on choisit de produire selon les différentes centrales et donc quelle est la répartition par ordre de mérite ou quel est le mécanisme pour la production dans les différentes centrales. C'est sur ces deux points-là qu'on va se concentrer un peu dans les prochains slides. Je m'arrête un instant parce qu'il y a deux questions. Est-ce que la production d'électricité doit nécessairement s'équilibrer avec la demande ou bien avec la consommation, car la consommation peut être plus importante que l'offre? C'est une question d'importation et pour moi, demande, consommation, c'est bien le même principe avec la différence de l'importation et donc l'importation de l'électricité avec les pays voisins. Donc, c'est très important l'équilibre. Sinon, si on n'a pas d'équilibre, on va avoir des parties qui ne vont pas avoir d'électricité. C'est-à-dire ce qu'on appelle, il faut couper la demande quelque part dans le réseau. Marco, si je peux, peut-être qu'il y a aussi une question de vocabulaire où par demande, on peut parfois penser à ce que les utilisateurs souhaiteraient consommer, mais parfois il y a des coupures ou il n'y a pas un approvisionnement stable ou permanent en électricité. Donc, je pense que sur le vocabulaire, si on était dans un cas où la demande, enfin tout ce que l'on veut consommer et ce que l'on demande, on peut l'avoir, je crois que dans ce cas, on confond bien à l'échelle d'un même pays, si on traite à côté les questions des importations, demande et consommation, ce serait à peu près la même chose. Et donc, je pense que le propos, c'est vraiment de dire que la production doit être égale à cette demande, à cette consommation par l'utilisateur final. Merci beaucoup Arnaud, je suis désolé, c'est exactement le problème de vocabulaire de français dont je parlais. J'ai, mais pas totalement. Et donc, la réponse à ça, ça revient bien sûr à la programmation d'avoir suffisamment de centrales dans les différents dans le temps et donc avoir suffisamment de programmation à l'avance pour pouvoir construire suffisamment de centrales pour répondre à tout au bon niveau de demande d'électricité. Comme je disais, on va se concentrer un peu sur les deux points, l'ajout de nouvelles centrales et la répartition par ordre de mérite. Pour l'ajout de nouvelles centrales, il faut faire un petit pas en arrière et s'en souvenir. Je suis désolé, tous ceux qui s'occupent de l'électricité connaissent très bien ce point-là, mais il faut le faire un petit peu en courant, mais il faut l'avoir bien à l'esprit. La variation de l'électricité change beaucoup dans l'année, donc ça peut changer énormément. Ça, c'est un pays européen, donc avec une demande plus importante l'hiver, pardon, juste pour comprendre. Les 8760 heures sont toutes les heures dans l'année. On va parler on va faire le cas heure par heure dans le modèle, même s'il faudrait parler de instant par instant d'équilibre. Mais on va simplifier, disons, heure par heure. Donc, dans les 8760 heures, il y a l'hiver, l'été, le repris de l'hiver. Dans ce cas-là, il y a une demande plus importante en hiver et plus faible en été.
on peut avoir des cas dans les différents pays où la demande en été est plus élevée, notamment les cas où il y a de la demande une forte présence de l'air conditionné qui consomme beaucoup d'électricité. Donc, il y a une variation très forte dans l'année, mais même si on regarde juste un mois, on a des variations quand même importantes dans le mois. Et vous pouvez voir dans la semaine les 5 jours où on travaille et les 2 jours où on ne travaille pas. Déjà, la différence est suffisamment forte. Mais même à l'intérieur d'un jour, on peut voir qu'on a une variation continue de la demande et de la génération. Donc, il faut garder à l'esprit ces changements et pour les garder, il faut donc voir comment modéliser tout ça. L'idéal, dans certains cas, ça serait de faire une modélisation heure par heure, mais la réalité de la disponibilité de capacité de calcul des ordinateurs et les simplifications qui sont nécessaires dans les modèles pour pouvoir trouver le bon équilibre entre simplification et pouvoir de réponse à nos questions, nous amène à faire des simplifications dont on va parler dans un instant. Il y a une question, comment mesurer la demande d'électricité heure par heure? C'est tout simplement la demande d'électricité qu'il y a chaque heure sur l'ensemble du réseau national. L'autre question, c'est… Marco, pour cette question, je ne sais pas ce que M. Abel a en tête. Est-ce que c'est une question sur l'outil concrètement? Comment on a ces données? Comment on sait quelle est la demande heure par heure? Est-ce que c'est au niveau de l'entreprise nationale d'électricité où on peut avoir ce type de données? Oui, Marco, pardon. Je ne sais pas si tu peux répondre sur concrètement avec quel outil ou qui dispose des données sur la demande en électricité heure par heure. Alors, normalement, c'est le gestionnaire du réseau qui… on est en train de regarder la partie du modèle dont on est en train de parler, c'est la partie liée au réseau. Donc, normalement, le gestionnaire du réseau, c'est l'acteur qui dispose de ces informations parce que c'est l'acteur qui met en équilibre la demande et l'offre dans tout le réseau. Donc, bien sûr, avec des points où il y a plus besoin d'autres, donc avec ce qu'on appelle des, je ne sais pas si on dit congestion, des bottlenecks, oui, des congestions du réseau, et donc qui sont des indications sur comment faire évoluer le réseau et la distribution des centrales. S'il y a des points où il y a plus de demandes que de disponibilité d'offres, ça va être inévitable et je pense que ça répond à l'autre question, qu'il va y avoir des coupures d'électricité et puis selon les différentes règles des différents pays, on peut avoir des interruptions volontaires qui sont rémunérées ou pas. Excusez-moi, je vais un peu accélérer, sinon on ne va pas arriver à la fin. Donc, même si j'adore répondre aux questions parce que c'est cette interaction que j'aime le plus. On parlait de la demande horaire dans l'année, dans les 8760 heures. Comment on fait pour simplifier? La simplification qu'on fait toujours dans les modèles, sauf dans les modèles horaires, c'est l'idée de réorganiser toute la demande horaire des heures à partir de la plus élevée jusqu'à la moins élevée.
Et donc, de la plus haute à la plus faible, on peut le mettre bien sûr sur la même échelle ou sur une échelle de pourcentage au respect de la demande moyenne qui serait à peu près là. J'aurais dû ajouter une ligne pour voir la moyenne et donc un pourcentage. Pourquoi un pourcentage? Parce que c'est plus facile puis à utiliser dans le modèle et à l'appliquer dans les années à venir. Qu'est-ce que ça nous donne de cette simplification d'utile? La chose très utile, c'est que ça nous donne le type de centrale qui est nécessaire dans les différents pays et avec quel type d'utilisation. Donc, l'utilisation qui va être presque, où la centrale va être utilisée presque toute l'année, seulement une partie de l'année, ou juste quelques heures dans les heures de pointe. Ou, si on veut, regarder cette simplification, on peut la simplifier en deux parties, disons, en deux segments temporaires, en trois segments, en quatre segments, et on peut procéder, bien sûr, le plus de segments on ajoute, le plus chaque segment va être plus proche de la courbe initiale, mais bien sûr, ça complique parce que ça rajoute, chaque segment, ça complique les calculs, les raisonnements, le modèle en total. Mais c'est de ça qu'on parle quand on parle de pic, milieu et base, les trois termes qui sont très utilisés. Donc, les centrales de base sont les centrales qu'on utilise la plupart du temps. Le milieu, c'est qu'on utilise seulement une partie de l'année. Et les centrales de pic, seulement quelques heures ou quelques centaines d'heures par année. Un point qui est très important sur l'évolution dans le temps en général. Quand on a le modèle des secteurs finaux, normalement, on a la demande électrique historique et la projection dans les années à venir qui sort du modèle. Mais on n'a pas l'information des 8760 heures, bien sûr. Donc, quel type d'information on va prévoir? On va voir la différence, ou si on veut, le ratio entre la variation du pic et de la moyenne historique. Et on peut soit le garder dans le temps, soit le faire évoluer, on va en parler encore, pour voir comment dans le temps, ce point-là va évoluer dans le temps. Et ça nous donne une estimation de la capacité, de la demande maximum qu'on a dans le pays dans le futur. Et donc, avec un marge pour assurer que cette demande peut toujours être satisfaite, avoir une estimation de l'évolution de la capacité totale dans le pays, dans le futur. Cette information est très importante pour avoir une première estimation de la capacité totale installée dans le pays et donc pouvoir faire une programmation de l'évolution de la capacité installée dans le pays, car il faut toujours garder à l'esprit que construire des centrales, ça prend des années. La période est très différente selon le type de centrale dont on est en train de parler. Bien sûr, le solaire photovoltaïque prend beaucoup moins de temps que une centrale à charbon ou hydraulique, mais quand même, on parle d'un laps de temps qu'il faut bien garder. On pense à la programmation
des différentes centrales dans le temps. Donc, si on reprend l'idée des trois segments, base, milieu et pic, il faut, comme dans toutes les différentes modélisations, on l'a vu pour le building, on va le voir pour l'approvisionnement, il faut toujours penser à satisfaire la nouvelle partie de demande qui va venir, la nécessité d'une nouvelle centrale qui va être conséquent à l'augmentation de la demande, mais aussi le fait qu'on va que certaines centrales vont devenir vieilles et donc on va les enlever du parc existant pour chacun des trois types. Si on regarde juste la base, on voit bien qu'on aura des ajouts nets de capacité nécessaires, mais aussi, ça c'est très simplifié bien sûr, mais un retrait de capacité existant qu'il faut donc penser à garder à l'esprit. Et donc, le total chaque année qu'on va, chaque année ou dans le temps, qu'il faudra ajouter, c'est les ajouts nets et la compensation de la retraite de capacité existante. Tout ça pour chaque des trois types de capacité, base, moyen et épique. Je m'arrête un instant. Alors, bien sûr, il y a une question, disons, n'est pas mieux de considérer la capacité exploitable. Bien sûr, la capacité exploitable, c'est très importante. C'est en effet l'un des points qui vont s'ajouter à tout ça. On part de principes un peu plus simples et chaque fois, on va rajouter toutes les complexités du système. Bien sûr, il faut à chaque moment prendre en compte la capacité qui est effectivement exploitable. On va y revenir quand on va sur ce point. On va y revenir quand on parlera aussi de dispatching, donc de la façon dont on utilise les centrales, mais ça prend en compte aussi le total de la capacité, capacité installée. Donc, c'est la capacité installée moins la partie qui n'est pas exploitable. Vous avez effectivement raison. Ça, c'est toujours à garder à l'esprit. Et ça change énormément et on va y revenir avec la partie de solaire et éolien. À la fin, une petite exemplification graphique. Dans le modèle, on va bien voir qu'on a une capacité d'un année de départ. On enlève une certaine quantité de centrales du réseau, ça c'est au niveau mondial. On ajoute des centrales pour avoir les centrales par type en 2040. Tout ça, c'est bien sûr juste une représentation graphique des résultats du modèle. On arrive à la troisième partie, on est un peu en retard. Donc, je propose d'y aller directement avec toujours une question Monty. Arnaud, je te laisse la parole. Alors, nouvelle question, Menti. Selon vous, quelle est la première source de production d'électricité? Donc là, on se positionne du point de vue de la génération
en Afrique subsaharienne sans l'Afrique du Sud en 2019. Et donc, on a proposé la totalité des sources, le gaz, l'hydroélectricité, le charbon, le pétrole, l'éolien, le solaire photovoltaïque, la géothermie et la bioénergie. Alors, c'est une question intéressante puisque cela varie énormément d'une région à l'autre, d'un pays à l'autre. Donc, c'est sûr qu'avec le prisme du Congo, je comprends que l'hydroélectricité soit plébiscitée. Dans d'autres pays, peut-être que, en tout cas dans les autres sessions de formation qu'on a délivrées, parfois c'était des réponses très différentes, mais qui reflétaient le mix électrique du pays. Si je prends l'exemple du Sénégal, de mémoire, c'est plus de 80% de l'électricité qui est générée par des centrales à pétrole, avec en complément du solaire photovoltaïque qui se développe rapidement, et ainsi que de l'hydroélectricité. Mais donc voilà, ça dépend des pays. Marco, je te laisse peut-être commenter sur l'ensemble du périmètre, donc l'Afrique subsaharienne en excluant l'Afrique du Sud. C'est exactement ce que tu viens de dire et quand même le plébiscite est très juste. L'hydro, ça représente quand même plus de la moitié de la production d'électricité dans le continent. Sachant que, bien sûr, la réponse est très différente selon les pays, car le potentiel selon les pays. Bien sûr, il y a un grand potentiel qui est en partie exploité et il y a beaucoup plus à pouvoir faire au Congo, dans d'autres pays aussi, mais bien sûr, on va le voir, il y a aussi d'autres ressources renouvelables. Donc, je m'arrête, je ne dis rien parce qu'il y a la prochaine question. Alors, si on regarde un petit peu au cours des dernières années, quelle est la source qui a le plus augmenté, toujours en génération, depuis 2014, selon vous? Juste pour ajouter un pourcentage, pas un niveau absolu. Oui, alors effectivement, en pourcentage, c'est bien le solaire photovoltaïque qui a augmenté le plus vite. On a été sur une croissance de 30% par an depuis 2014. Si on avait regardé la période depuis 2010, ça aurait été l'éolien avec 25% de croissance par an. Non, pardon, avec 50% de croissance par an sur la période 2010 à 2019. Ce sont des pourcentages. Il faut garder en tête que ces sources partent de beaucoup plus loin. Aujourd'hui, le solaire photovoltaïque, on a 6 gigawatts de capacité installée, contre à peu près 40 d'hydro, il me semble. Donc le potentiel forcément de croissance est plus élevé. Absolument. L'hydraulique et le gaz étant la première et la deuxième source de production d'électricité. Bien sûr, quand on parle d'un niveau plus élevé, la croissance en pourcentage, c'est beaucoup plus difficile à garder que quand on parle d'un niveau très, très petit. Je propose de continuer la présentation. Je reprends la. Je te demande, Arnaud, si vous pouvez bien voir mon écran. Merci beaucoup. Et donc, on revient sur le graphique dont on avait vu tout à l'heure. Cette fois, on a parlé de l'ajout de nouvelles centrales. Cette fois, on a parlé de la répartition et donc comment on utilise les centrales. Bien sûr, quand on parle de la répartition, on peut parler de la répartition par ordre de mérite. On va parler un peu plus de ça à l'instant, mais aussi d'autres systèmes qu'il y a dans les différents pays. Ce n'est pas le seul, c'est
ce qui, normalement, c'est, du point de vue économique, le plus efficace. Donc, on va parler un petit peu de ça. Juste une chose avant de parler de ça, c'est de se souvenir qu'on a les centrales, on va les utiliser. On va les utiliser par, comme on disait, base, moyen et pic. Et donc, juste un exemple très approximatif, mais qui donne l'idée. On a la production de base, donc avec une utilisation très forte des centrales, une utilisation beaucoup moins forte de centrales du milieu et très peu de centrales de pic. Et donc, ce qu'on appelle facteur de capacité, c'est beaucoup plus élevé pour les centrales de base, à peu près la moitié ou selon les différentes centrales pour ceux du milieu et très faible pour les centrales de pic. Comment on le calcule? On a la formule ici et je vais la laisser. Vous allez recevoir bien sûr les slides tout à l'heure. Quand on parle de la répartition de centrales par ordre mérite, de qu'est-ce qu'on est en train de parler? On parle de voir pour chaque type de centrale, quelle est la disponibilité, donc quelle est la quantité effective disponible dans pour chaque heure. Donc, on va faire 7 exercices chaque heure ou même moins que ça peut être une demi-heure ou ça pourrait être. Il faut choisir son intervalle temporel. On va voir quelles sont les centrales disponibles dans chaque heure, voir quelle est la totalité qui peut être produite chaque heure par chaque centrale et les ordonner par ordre croissant de coût marginal, c'est-à-dire de coût variable pour la production de l'électricité. Donc, avec une demande qui est faible, on va avoir seulement ces centrales qui vont être opératives et ça va être le prix résultant. Avec une demande de milieu, ça va être plus de on va avoir plus de centrales, toujours dans l'hypothèse que toutes ces centrales sont disponibles et donc avoir un prix plus élevé. Et si toutes les centrales sont toujours disponibles, avec une demande de pic, donc la demande plus élevée, une quantité de centrales qui va être plus importante et qui va être qui va résulter dans un prix plus élevé à la fin dans cette heure-là. Bien sûr, le prix de l'électricité totale va être la moyenne ou la moyenne pesée selon ce qu'on veut regarder, des 8760 heures où on fait cet exercice pour avoir le total de prix de l'électricité. Pourquoi ce mécanisme est important? Bon, parce qu'il détermine la grande majorité des résultats, c'est-à-dire quelle centrale produit, combien d'électricité est produite pour chaque centrale, pour chaque technologie. Avec l'efficacité, quels sont les types de consommation de carburant, les émissions de CO2 associées, les prix qui vont résulter. Donc, la plus grande partie des résultats dont on parlait tout à l'heure. Bien sûr, tous ces résultats dépendent de
plusieurs facteurs. Et bien sûr, la première chose, c'est quelles centrales vont être présentes dans les années à venir dans le mix. Là, je reviens à l'une des questions qu'il y avait tout à l'heure sur quel est le potentiel pour l'hydraulique. Ça dépend bien sûr des pays, mais il y a dans le continent toujours un très important potentiel pour l'hydraulique. En comparaison, par exemple, avec les pays d'économie avancée, comme par exemple en Europe ou aux États-Unis, où le potentiel hydraulique est presque épuisé. Donc, une grande possibilité d'ajout de centrales hydrauliques dans le continent africain. Donc, quel type de centrales sont présents? Bien sûr, ça dépend du prix relatif de charbon, pétrole ou gaz s'il y a dans le mix. Ce n'est pas le cas tellement c'est pas le cas de Congo, mais dans beaucoup d'autres pays. Et bien sûr, les prix différents vont changer cette offre dont on avait regardé. Ce qu'on a vu l'image tout à l'heure, c'était une figure très statique d'une heure dans une année. Bien sûr, tout ça, ça évolue dans le temps. Si on a des prix de CO2 qui sont pris en compte, le niveau de la demande, comment ça change. Et donc, tous ces facteurs vont influencer le mécanisme de répartition dont on a parlé. Bien sûr, ça va nous donner, en termes de résultats, à partir de la demande, les différents centrales qui vont l'évolution du mix énergétique par source d'énergie dans les différents scénarios, par exemple dans le scénario politique actuel ou dans le scénario Africa Case, où on peut voir la croissance très, très importante, même au respect de politique actuelle, par exemple du solaire photovoltaïque, mais bien sûr aussi de gaz et de l'hydraulique et en plus faible partie aussi des autres renouvelables comme l'éolien. Une façon de regarder les résultats que j'aime beaucoup, et donc je voulais juste le regarder très vite, c'est ce type de graphique où on voit très bien un peu le bilan énergétique dont on parlait au tout début de la présentation, c'est-à-dire en termes de énergétique, excusez-moi, j'espère que vous voyez mon curseur qui bouge un peu par moment. On a la génération 2014, combien c'est enlevé du mix existant à cause de retrait des centrales, combien on rajoute, et donc la génération totale en 2040 avec la répartition de demande par secteur et avec la quantité dans qui complète le bilan énergétique de l'électricité, donc la transmission et distribution, les pertes par transmission et distribution et la consommation propre des centrales. Deux choses encore à garder à l'esprit très importantes sont bien sûr les efficacités des différentes centrales thermiques pour faire l'estimation de la consommation de combustibles fossiles. Efficacité qui va bien sûr évoluer dans le temps selon le type et la quantité de centrales qu'on rajoute. Donc, si on ajoute très peu de centrales, comme dans les pays économie avancée, ça va changer pas grand-chose, même si les nouvelles centrales sont qu'on pourrait rajouter sont très efficaces.
on construit pas, donc ça ne change pas grand-chose. Dans le cas de l'Inde, où on est encore en train d'ajouter beaucoup de centrales à charbon, on a bien sûr une augmentation de l'efficacité des centrales qui est beaucoup plus importante. Donc, avec une augmentation dans le temps, qu'on a vu en Chine, si on regardait cette courbe en Chine il y a 5 ou 10 ans avant, c'était vers le 33-32%. Donc, l'efficacité en Chine a augmenté énormément, tout simplement parce qu'il y a eu énormément de nouvelles centrales plus efficaces qui ont été rajoutées dans le mix. Bien sûr, les efficacités, donc la quantité de combustibles fossiles utilisés a un impact très important sur les émissions de CO2 qui vont en moyenne baisser, comme on peut le voir très bien, mais dès que la quantité augmente de l'électricité produite, ça ne va pas dire forcément que les émissions totales vont baisser. Ça dépend des scénarios et des types de centrales qui sont, et de politiques qui sont mis en place, qui vont être mis en place. Je m'arrête un instant pour revenir sur l'exercice Excel qu'on vous a envoyé. Je vais vous poser plusieurs questions sur l'exercice. On pourrait même juste toucher à certains points et y revenir changer mon écran sur l'exercice Excel. Si vous ne le voyez pas, n'hésitez pas à me le dire. En principe, vous devriez pouvoir le voir. L'exercice Excel, c'était tout simplement un modèle très, très simplifié avec juste une centrale de base, une centrale de moyen et une centrale de pic dans ce modèle. Juste pour voir, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de le voir, quelques petits points. Il y a les années historiques que je vais compresser pour pouvoir voir mieux le reste et les années de projection. Quelques graphiques pour pouvoir regarder les résultats. Comme vous voyez, dans ce cas-là, c'est exactement le même graphique qu'il y avait dans la présentation avec la demande moyenne d'électricité, le pic et la capacité. Comme l'un des commentaires était très correct, ça c'est la capacité installée qui doit prendre en compte la capacité qui est effectivement disponible. Et donc, le plus, cette différence pourrait s'élargir selon le type de centrale qu'on va rajouter dans le système. Encore deux choses pratiques dans le fichier. Dans la colonne C sont tous les, en bleu en particulier, les éléments qu'on peut changer pour voir la variation dans le temps des différentes parties du modèle, petit modèle très simplifié. Et dans ces colonnes-là, c'est tout simplement des sommes quand on a, par exemple, le rajout année par année de capacité, par exemple, par centrale. Je vais le compresser pour l'instant. Je vais un peu zoomer in and out pour simplifier la vision des différents éléments. Donc, il y a 6 parties.
avec les différentes parties on a vues jusqu'à là, jusqu'aux intensités de CO2, et tout simplement à la fin, un calcul sur les investissements. Le reste, c'est organisé exactement avec le même ordre qu'on vient de voir dans la présentation. Je suis désolé, mais je ne sais pas pourquoi mon souris répond pas trop bien aujourd'hui. On a des taux de croissance. Alors, la demande qu'on a ici dans les projections, dans un modèle intégré. Marco, oui. Marco, excuse-moi, c'est Gianluca. Dans l'écran, je ne sais pas si les participants ils voient bien. Moi, je vois un écran fixe qui ne bouge pas et je ne vois pas ta flèche. Je vois les tableaux Excel, mais il n'a pas bougé depuis tout à l'heure. Je suis sûr que tu étais en train de montrer plusieurs choses. Si. En effet, je demande alors aux participants. Ah, maintenant c'est mieux. Oui, maintenant c'est parfait. C'est mieux? Maintenant, on voit bien l'Excel. On voit ta flèche. On peut voir les choses que tu veux montrer. Parfait, merci. Merci à toi. Je suis désolé, je l'avais changé d'écran et c'est peut-être ça qui a causé le problème. Je m'excuse avec tous. Donc, je suis désolé de ça. Donc, je reviens juste sur la partie dont je disais. Les 6 différentes parties sont ceux dont on a parlé dans la présentation. Si on regarde la première partie, donc la partie de demande par exemple, et la colonne C où on a tous les différents facteurs, et les projections ici, qui sont cachées année par année, mais sont toujours là, on voit bien que pour l'instant, on a mis juste une croissance générale fixée, mais bien sûr, dans un modèle avec tout le système énergétique, on aurait des liens aux autres secteurs. Donc, ça, c'est juste une simplification qu'on a rajoutée pour pouvoir voir les évolutions en absence de lien avec les autres parties du modèle. Dans un modèle interactif avec l'interaction avec les différents secteurs, bien sûr, ça va être juste en lien avec la demande d'électricité des différents secteurs de l'industrie, bâtiment, transport et avec tout ça. Les parties de perte de transmission, distribution, de consommation dans les centrales et les importations, on va bien avoir la production totale et avec les différents éléments dont on parlait, donc le ratio pic moyen et le marge de capacité, on peut avoir une estimation du total de la capacité installée. Et bien sûr, peut être calculé dans une façon bien plus complexe. C'est juste une simplification très pour le restant de la partie, ça prend en compte tout simplement la quantité de capacité rajoutée pour l'augmentation de la demande d'électricité et le remplacement des centrales existantes, avec une possibilité de rajouter, pour l'instant, il y a juste des centrales à charbon pas efficaces, soit de rajouter du charbon efficace, soit plus efficace, soit de rajouter de centrales hydrauliques. Là aussi, c'est très simplifié. On décide à la main comment le rajout va être fait, mais bien sûr, dans un modèle, cette partie, c'est une des parties compliquées qui demande une estimation des différents de la partie
des considérations économiques des différents centrales. Pour à la fin arriver à la totalité des centrales existantes. Le reste, ce sont des calculs de l'électricité à travers des facteurs de capacité, des consommations de carburant à partir des efficacités moyennes, des émissions et des investissements. Ça, c'est juste pour montrer tous les liens qu'il y a. Je vous propose, on va peut-être vous proposer de faire un petit exercice, mais là, il faudra le faire à la maison, et c'est-à-dire comment les rajoutes totales, donc les rajoutes brutes, donc si on veut, c'est 3838 mégawatts, vont changer selon une dizaine de différents critères qu'on va vous proposer peut-être pour lundi, mais ça c'est une chose que je vais poser comme question à Arnaud et Gianluca tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous aviez eu le temps de regarder ce fichier? Est-ce que vous voudrez qu'on revienne à la présentation ou qu'on passe un peu plus de temps sur ce fichier? Parce que je me rends compte que je suis allé bien en vitesse. Gianluca, je ne sais pas si tu as un avis bien clair. Peut-être on continue, on va voir combien de temps il va nous rester. Oui, c'est une bonne idée. Parce que je ne vois pas trop de questions pour le moment sur le fichier. Et en effet, on demande aux participants s'ils ont des questions. Après avoir regardé un peu le fichier Excel aussi de leur côté, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus de spécifications ou des explications qu'on a pu fournir aujourd'hui. Mais s'il reste du temps, on pourra revenir en effet, Marc, à faire des petites représentations aussi dans le fichier Excel. C'est parfait. Juste pour donner un exemple, si on change les ajoute et on ajoute quai de hydro, vous voyez bien que les émissions continuent d'augmenter dans ce cas-là. Si on rajoute, si on met à zéro la possibilité de rajouter des centrales à charbon, on va bien sûr baisser les émissions. On peut bien voir l'effet sur les émissions. On a une question. Pour faire une bonne projection, les données historiques doivent être sur au moins combien d'années? Alors, j'ai travaillé à la division statistique et pour moi, les statistiques historiques sont d'une importance capitale. C'est vraiment très, très important d'avoir la possibilité d'avoir une bonne quantité bonne quantité et aussi de qualité de données historiques. Il faut savoir que pour ce type d'exercice, les dernières années sont les plus importantes. C'est-à-dire les 3, 4, 5 dernières années sont vraiment les plus importantes. Les années d'avant nous expliquent le pourquoi de l'évolution, mais les dernières sont vraiment très importantes. Et donc, on revient sur la partie, pas seulement de quantité, mais vraiment de qualité. La qualité des dernières années, c'est très important. Puis, si on a les données de 2018 au lieu de 2019, ça va faire un petit changement, par exemple, pour l'éolien et le photovoltaïque dans les pays qui ont développé beaucoup. Mais l'important, c'est d'avoir une très bonne qualité. Je reviens à la présentation pour pouvoir procéder parce qu'on a encore deux. On a quand même encore pas mal de routes à faire.
Gianluca, je te demande juste si vous voyez bien l'écran de la présentation. Oui, c'est parfait. Merci beaucoup. Et donc, on arrive à la quatrième partie. Je vais un peu réduire cette partie parce que je voudrais passer un peu plus de temps sur la partie des énergies renouvelables parce que c'est l'une des parties plus intéressantes et plus stimulantes, je dirais. Quand même, il y a quelques points très importants à faire sur la partie de l'économie des systèmes électriques. Alors, le premier, c'est un peu l'utilisation des coût nivelé de l'électricité, ou ce qu'on appelle en anglais le LCOE, le Levelized Cost of Electricity, qui est un indicateur qui nous permet de mettre dans une seule valeur tous les coûts des centrales, donc c'est-à-dire les coûts variables et fixes, les coûts d'opération des centrales et aussi d'investissement et coûts fixes dans le temps. C'est très utile, mais il faut toujours garder à l'esprit que c'est un indicateur qui a ses limites. Parce qu'on ne peut pas vraiment comparer des utilisations différentes. C'est-à-dire, on ne peut pas, par exemple, comparer une centrale de pic avec une centrale de base. J'utilise toujours le même exemple, même si pour le Congo n'est pas tellement juste, mais on ne peut pas comparer une centrale à pétrole de pic avec une centrale nucléaire de base, parce que les coûts sont tellement différents parce qu'il y a une utilisation qui est totalement différente. Donc, il y a plusieurs limitations. Il y a des formules qui sont plus... on a la formule générique qui est bien complexe ou des formules plus simplifiées qu'on peut revoir et on peut vous répondre. Je ne vais pas tellement passer du temps sur ça parce qu'on peut revenir facilement. Revenir sur les avantages et les limites de cet indicateur. L'avantage, c'est d'avoir, comme on disait, un chiffre qui nous donne une idée des coûts. Le problème principal des limites, c'est que quand on parle de l'électricité, la valeur de l'électricité produite dans un moment ou dans un autre est différente. Quand on a beaucoup de disponibilité, la valeur est faible. On n'a pas beaucoup de disponibilité au rapport avec la demande, la valeur est plus élevée. Cet point de la valeur n'est pas pris en compte par cet indicateur. Il y a d'autres limitations, la forme simplifiée qui est la plus utilisée, le manque d'autres types d'externalités comme le prix de CO2, par exemple, qui n'est pas souvent ou pas toujours inclus, mais aussi des autres polluants, et aussi les coûts de l'évolution des réseaux et d'intégration. Je m'arrête là parce que juste sur la partie SIOI, on pourrait passer facilement une demi-heure. Pour revenir à une autre façon de regarder l'évolution dans le temps du LCOI, ou si on veut, ce qu'on appelle la courbe de coût, qui nous indique comment les différents types de centrales ont des coûts plus faibles selon le type d'utilisation. C'est-à-dire une centrale nucléaire, par exemple, pour une utilisation de pic, aurait un coût absolument trop élevé, ou utiliser une centrale de pic pour toute l'année, ça serait beaucoup trop cher. Et donc, pour évaluer une optimisation de l'utilisation des différentes centrales, cette courbe est très utile selon le montant d'heures qu'on estime
que la centrale va fonctionner dans le temps. Bien sûr, tout ça, ça a un impact sur les types de centrales qui vont être construits. C'est le mécanisme dont on parlait dans le fichier Excel où il y avait juste un tiers de rajout de capacité. C'est ce type de raisonnement qui vont influencer cette partie-là. Et donc, on peut avoir les estimations d'investissement de différentes centrales. Et par exemple, dans le scénario politique actuel ou dans le scénario politique de développement durable, par différents types de sources d'énergie et de technologies. Si on regarde le Africa Case qui a été fait présenté dans le WIO 2019, il ne faut pas simplement penser au type d'investissement et à combien il faut augmenter, mais par exemple son coût au respect du PIB, par exemple. Donc, combien ces investissements vont représenter de l'ensemble de l'économie. Et donc, est-ce que ça, c'est faire des raisonnements sur est-ce que ce type de transformations sont raisonnables ou pas? Comme on le voit bien dans le cas de l'Africa Case, on parle de quelque chose qui est ambitieux, mais encore bien atteignable. On a ici une synthèse des calculs principaux dont on a parlé, donc je ne vais pas m'arrêter tellement parce que c'est tout ce qu'on a vu ensemble, mais on va, comme on a déjà dit, être ravis de revenir si vous auriez des questions dans les prochains jours. On arrive comme ça à la dernière partie où je voudrais un petit peu plus de temps. Mais je m'arrête pour voir s'il y a d'autres questions par contre. Je ne vois pas de questions, donc je dirais de commencer. Donc, jusqu'à là, on a parlé de... Ah, pardon. Il y a toujours une question, mon petit, avant de commencer. J'étais trop dans l'enthousiasme de parler. Gianluca, est-ce que je peux te demander de... Oui, je vais partager l'écran avec la question Menti. Merci beaucoup. Un seconde, je dois ouvrir la bonne page. Est-ce que vous voyez bien la page? Donc, la question que vous devez répondre, le code de Menti, c'est toujours le même. C'est quelles sont les premières caractéristiques qui vous viennent à l'esprit quand on parle de solaire photovoltaïque, pardon. Ça, c'est une question un peu ouverte. N'hésitez pas à écrire tout ce qui vous vient à l'esprit, s'il vous plaît, avec tous les mots qui vous viennent. C'est, je ne sais pas, croissance, variabilité. Je ne veux pas trop dire parce que je ne voudrais pas suggérer de choses. Capacité, parfait, renouvelable, propre. Capacité de stockage qu'il faudra avoir, taux d'ensoleillement, donc potentiel, bien sûr. Peut-être, je vous conseille de, si vous voyez des mots qui sont similaires au principe que vous vouliez mettre, comme ça on va le voir plus
plus grand, qui va ressortir plus. C'est intéressant de voir, il y a moins cher et j'avais vu un coût cher. En effet, ça dépend du moment historique où on est en train de le regarder. Instable, c'est ce dont on parle de variabilité et dont on va parler dans un instant. Autonome et isolé, c'est par exemple, ou accès, c'est en effet l'une des technologies bien importantes pour faciliter l'accès dans les zones plus loin des réseaux. Mais ça reste que les deux mots principaux qu'on voit, c'est bien sûr renouvelable et propre. Bien sûr, c'est l'un des caractéristiques les plus importantes du solaire photovoltaïque et du renouvelable en général. Donc, je te remercie beaucoup. Je vais reprendre peut-être la présentation, sauf si tu veux rajouter quelque chose. Non, c'est parfait. Parfait. On commence avec la présentation. Je te remercie beaucoup. Alors. Là. Et là. Peux-tu juste me confirmer que vous voyez bien l'écran? La présentation? Oui, tout à fait. Alors, on revient sur le point. Bon, pourquoi on est en train de parler de ça? Bien sûr, parce qu'on s'attend que dans les prochaines années, dans tous les scénarios, les pourcentages de solaire et photovoltaïque vont augmenter énormément en différentes parties, en différents mix selon les régions. Bien sûr, ça dépend des politiques en place et des disponibles, mais ils vont augmenter. Il y a des différents potentiels. Normalement, le potentiel du développement de beaucoup de technologies suivent une courbe, ce qu'on dit une courbe à S, c'est-à-dire avec pas beaucoup de développement au début, puis quand on commence à vraiment construire, ça remonte très fortement, et puis le plus on arrive vers le potentiel maximum, le plus on diminue, la façon d'ajouter diminue, le taux d'augmentation diminue. Même si cette courbe n'est pas une courbe fixe, bien sûr, il y a plusieurs courbes autour de celle qu'on estime être la principale. Et donc, il faut garder ce type de possibles différentes évolutions dans les modèles. On peut bien avoir qu'on met beaucoup de politiques à soutien de développement. Donc, on a une augmentation très forte quelques années, puis on arrête les politiques à support et la capacité installée reste presque stable pour quelques années pour puis reprendre. Donc, ça change selon plusieurs facteurs et tout ça, normalement, doivent être inclus dans nos modèles, selon, bien sûr, le type de modèle qu'on veut mettre en place, selon le type de questions dont on veut répondre dans nos modèles. Alors, pourquoi on a laissé l'éolien et le solaire séparément dans la dernière partie? Bon, parce qu'ils ont des caractéristiques qui sont bien propres à eux. C'est-à-dire, la principale,
La principale est que on a la production dépend de quand on a la ressource disponible, la ressource renouvelable disponible. C'est-à-dire, par exemple, on ne peut pas produire avec le solaire photovoltaïque, bien sûr, l'année. Aussi, il y a des variations dans la journée qui vont être plus importantes si on regarde juste une centrale, parce que ça dépend aussi des nuages et tout ça. Mais ça va être plus stable si on veut. Si on regarde l'ensemble, les deux principaux, il y en a beaucoup d'autres d'impact sur le système. C'est le problème de cette variabilité et donc le type de centrale qui doivent être présent dans le système pour pouvoir répondre à la variabilité, et l'effet sur la génération d'heure en heure qui va être impacté par la présence des énergies renouvelables variables, donc solaire et photovoltaïque. La prochaine slide, s'il vous plaît. On le voit très bien dans le cas, par exemple, de la Californie, où on a beaucoup, ils sont en train d'ajouter beaucoup de solaire. Donc, si on regarde le cas de 2012, avec la demande de 2012, qui était beaucoup plus élevée, on enlève la production du solaire en 2013, 14, 15, 16, 17, et on voit comment la demande qui résulte baisse beaucoup plus. Et donc, de, disons, 16 heures à 20 heures, on a une augmentation de la demande quand le solaire ne marche plus, qui monte en flèche beaucoup plus qu'avant, et donc avec nécessité des autres centrales de pouvoir satisfaire à ce qu'on appelle cette variabilité, et donc ce dont on parle, la flexibilité du système qui doit pouvoir s'adapter à ce point-là, au fait de pouvoir rajouter. Donc, le fait que le plus on rajoute de solaire et photovoltaïque, le plus on aura besoin de centrales de différents types. La prochaine. Donc, quand on parle de... on avait vu la courbe de demande. Prochain, s'il vous plaît. Et la production de photovoltaïque. Maintenant, il faudra prendre en compte pas la demande, mais la demande résiduelle. Prochain. Et donc, pas la demande en bleu, mais la demande, ce qu'on appelle la demande résiduelle. Et donc, prochain, s'il vous plaît. Pas la demande, la courbe de charge comme on avait l'habitude, mais la courbe de charge résiduelle. Donc, quand on enlève la production dans ce cas-là, on parle de solaire, mais ça serait la même chose si on parlait d'éolien. On voit bien dans le dernier graphique en bas à droite que la courbe de charge résiduelle donc, devient beaucoup plus pointue et beaucoup plus, avec beaucoup plus de nécessité de capacité de pic et de moyen et beaucoup moins de base. Donc, ça a un impact vraiment très fort sur le type de centrales qui vont être présentes dans le système. Prochain site. On le voit très bien, avant c'était un pourcentage, ça c'est une valeur absolue. Donc les deux effets, c'est on a besoin quand même de capacités dans le système pour pouvoir répondre aux demandes de pic, le premier cercle rouge, mais on a beaucoup moins besoin de centrales de base. Ça, c'est deux points les plus importants à garder en esprit quand on fait la modélisation du secteur électrique avec beaucoup d'énergie renouvelable variable dans le système. Prochain, s'il vous plaît. Et donc, bien sûr, ça sont
les impacts. Il y a plusieurs solutions. Il y a les solutions et on parle de mesures pour l'intégration des énergies renouvelables variables. Et c'est d'accroître la flexibilité des systèmes, donc avoir beaucoup plus de centrales flexibles. Au Congo, il y a beaucoup d'hydraulique qui est, je pense, sont les centrales les plus flexibles normalement dans les systèmes. Donc, très avantageux pour cette question. Il y a le stockage qui peut être avec les batteries ou, par exemple, avec l'hydraulique, encore un avantage du Congo. Il y a aussi la possibilité de gestion de la demande. Donc, on peut bouger, on peut imaginer des systèmes où une certaine partie de la demande, on la bouge au moment où il y a la production, au même moment où il y a la production, par exemple, au milieu de la journée, quand on a la production solaire. Et bien sûr, augmenter les interconnexions et le rôle des réseaux de transmission et distribution pour pouvoir réduire ces effets de variation. Ça sont normalement les 4 mesures d'intégration principaux et qu'il faudrait bien garder à l'esprit qu'il faut garder à l'esprit pour les nouvelles politiques et aussi pour la modélisation et pour l'intégration dans les politiques et dans les modèles. J'ai vu qu'il y a une main levée. Avec ça, je dirais on termine la présentation. Arnaud, je suis désolé pour tous les problèmes de Wi-Fi. Malheureusement, je ne sais pas de quoi ça vient. Pas de souci, ça arrive, Marco, pas de problème, et merci d'avoir réussi tout de même à finir. Une question de Manix Bofunga. Vous pouvez prendre la parole, allez-y. Bon, et si ça ne fonctionne pas, peut-être Marco, il y avait une demande de réexpliquer très rapidement la charge résiduelle. Je peux revenir à cette slide. Oui, c'est le point le plus important. Je suis désolé d'avoir accéléré, malheureusement, pour le point pour laquelle on parle de demande résiduelle et donc de courbe de charge résiduelle. C'est parce que parler de courbe de charge, comme on l'a vu jusqu'à là, ça n'aurait plus de sens. Ça serait trop difficile donc, à gérer dans le modèle. Donc, on prend la courbe, la demande d'électricité, on enlève la production de solaire et éolien et on obtient la demande de charge résiduelle. À partir de là, on fait les mêmes raisonnements qu'on avait fait tout à l'heure. Donc, on crée la courbe de charge résiduelle à partir de la courbe de demande résiduelle. Donc, on fait juste ce point, ce passage en plus de prendre la demande, on enlève la production d'éolien et solaire et on reprend à faire tous nos raisonnements qu'on avait fait dans les slides qu'on a analysés jusqu'à là. J'espère d'avoir été clair, mais si je n'étais pas clair, je vais être ravi de réexpliquer peut-être à la fin de la journée ou lundi si vous préférez. Merci beaucoup, Marco. Je laisse peut-être une minute pour voir s'il y a d'autres questions. Et sinon, on va passer et on traitera en 45 minutes de la modélisation de l'approvisionnement.
Mais écoutez, une fois, deux fois, trois fois, je ne vois pas de questions. À nouveau, on pourra y revenir lundi plus en détail. Vous aurez aussi plus de temps pour regarder l'exercice d'ici là. Merci beaucoup, Marco. Bravo d'avoir réussi à présenter toutes ces informations et ces éléments très complexes en si peu de temps. Et voilà, désolé pour les difficultés de connexion. Malheureusement, ça arrive. J'espère que vous avez quand même pu profiter de cette session.